Mes chers collègues, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Mesdames et Messieurs, notre commission d'enquête entend aujourd'hui Madame Agnès Pannier-Runacher, ancienne ministre déléguée chargée de l'industrie et aujourd'hui ministre de la Transition énergétique. Madame la Ministre, vous avez occupé pendant près de 4 ans le poste de secrétaire d'État puis de ministre déléguée chargée de l'industrie. C'est durant votre mandat ministériel que s'est imposée dans le débat public la notion souvent discutée de relocalisation à la faveur d'une revalorisation de l'image de l'industrie, mais surtout de la crise sanitaire du Covid-19. L'industrie pharmaceutique française et ses choix passés ont été mis en pleine lumière et discutés. Durant la crise de la Covid-19, vous avez certainement pu, comme nous, constater les dégâts laissés par près de 40 années de désindustrialisation. La France n'était initialement pas en mesure de se protéger et de soigner efficacement contre le SARS-CoV-2, la faute notamment à une trop forte dépendance industrielle de notre pays tout le long de la chaîne de valeur du médicament. Ont alors été lancés plusieurs appels d'offres que vous nous présenterez visant à relocaliser la production de certains médicaments ou principes actifs grâce au budget colossal du plan de relance puis de France 2030. Mais les gouvernements successifs dont vous avez fait partie ont aussi poursuivi la compression à la baisse des dépenses de santé, que certains nous disent difficilement soutenables pour la production de médicaments matures, alors que la France a subi de nombreux chocs externes et connaît désormais une inflation élevée. Vous pourrez nous parler du rôle que joue le prix du médicament et sa réglementation qui font la spécificité de l'industrie pharmaceutique en France. Nous souhaitons vous entendre aujourd'hui pour tirer le bilan de votre action entre 2018 et 2022 en matière de sécurisation de l'approvisionnement industriel en médicaments de notre système de santé, et ce sur toute la chaîne de valeur, depuis la chimie jusqu'au conditionnement. Nous savons que les causes des pénuries de médicaments sont multiples, allant des circuits de distribution au choc de demande. Il y a du conjoncturel et du structurel. Mais au fondement de notre travail se trouve la question de la production en France, dernier filet de sécurité pour notre pays en cas de pénurie grave. De fait, les pénuries s'aggravent d'année en année et représentent déjà aujourd'hui une urgence de santé publique. Je rappellerai que nous avions, avec Madame la rapporteure, fait partie d'une mission du Sénat à l'été 2018 et les pénuries étaient estimées entre 700 et 800 médicaments. Nous sommes actuellement rendus, suivant les semaines, entre 2500 et 3000, voire parfois des pics au-dessus. Cette capacité à produire est justement au cœur de votre ancien portefeuille ministériel. Il nous semble que l'État pourrait bien souvent aller plus loin pour piloter l'approvisionnement en médicaments, voire diriger plus directement une production de médicaments pour répondre en cas d'urgence ou de défaut de la production industrielle. Pour cette audition d'une durée environ d'1h30, nous vous laissons tout d'abord la parole pour un propos général de 10 minutes, puis Madame Laurence Cohen, rapporteure de notre commission d'enquête, vous posera des questions plus précises. Je précise également que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite, Madame la Ministre, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je vous remercie. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie de m'accueillir au titre de mes anciennes fonctions de ministre déléguée à l'industrie au sein de votre commission d'enquête consacrée au sujet de la pénurie des médicaments et de la politique de relocalisation des produits de santé que nous avons engagée sous l'égide du Président de la République. Ce sujet revêt à mes yeux peut-être trois enjeux principaux que vous avez d'ailleurs mentionné. Premier enjeu, c'est évidemment un enjeu de santé publique. Comment garantir un accès au traitement approprié aux Français, approprié pour voulant dire en quantité, en qualité et en innovation. Deuxième enjeu, un enjeu industriel concernant notre capacité à relocaliser, à produire et à sécuriser l'approvisionnement en temps normal et en temps de crise des produits de santé. Et je distingue bien le temps normal et le temps de crise. Et troisième enjeu, l'enjeu de régulation
qui regroupe aussi bien notre capacité à susciter l'innovation en matière de produits de santé, à augmenter nos productions industrielles et à porter une politique du prix du médicament et d'achat public qui soit cohérente avec les deux objectifs que je viens de mentionner, à savoir l'objectif de santé publique et de réindustrialisation. En tout cas, je situe cette prise de parole dans un contexte où les pénuries touchent la France comme de grands pays de l'OCDE. Donc on est effectivement sur une évolution structurelle qui a des éléments d'explication conjoncturelle, mais qui quand même est assez large et mérite qu'on s'y arrête. On constate au niveau de l'OCDE en 2022 une hausse de 60% des pénuries entre 2017 et 2019. Donc on est avant le Covid, sur un échantillon de 14 pays. Et sur cet échantillon, la France se situe en 5e position après l'Islande, le Canada, le Portugal et la Belgique en nombre de pénuries notifiées. Et je ne vous ferai pas l'insulte de vous redonner les chiffres de pénurie et leur augmentation parce que je pense que vous les connaissez désormais par cœur entre la période, on va dire, 2015-2017 et la période pré-Covid et la période post-Covid. Dans ce contexte, il est nécessaire de bien comprendre la situation pour améliorer la réponse que le gouvernement y apporte et cette commission y contribuera certainement. Pour ma part, je vais tâcher de me concentrer sur la situation telle que je l'ai connue entre 2018 et 2022, effectivement en tant que secrétaire d'État puis ministre en charge de l'industrie. Peut-être pour commencer un peu d'historique. Avant la crise Covid, la France est très bien placée en production des médicaments. En 2007, elle est première dans l'Union européenne et on voit qu'elle perd à partir de cette date, mais de manière, je dirais, parallèle à la désindustrialisation qu'elle a pu connaître, progressivement cette place. Et aujourd'hui, sur 15 ans plus tard, elle serait grosso modo en 5e position. Il y avait un débat, 4e, 5e, 6e, mais en gros, elle a glissé et perdu sa pole position. C'est l'histoire d'un déclassement avec la conjonction de plusieurs facteurs que vous avez, je crois, déjà entendu lors de cette commission. Un premier point qui n'est pas propre à la France, c'est une période historique de chute de brevets avec des molécules devenant moins attractives à produire, plus faciles à génériquer, et donc le développement de production de ces molécules en dehors de France, en dehors d'Europe, d'ailleurs aussi très largement. Deuxième élément, une hausse des coûts directs et du poids réglementaire, notamment en matière environnementale, qui va creuser l'écart par rapport au coût des mêmes productions dans d'autres géographies, lesquelles prennent des parts de marché progressivement, donc aussi deviennent compétentes dans la production des médicaments. Donc c'est un double effet. On creuse l'écart, mais il y a aussi une montée en compétences des pays en question. Troisième élément, et c'est l'ancienne directrice de cabinet de l'assistance publique Hôpitaux de Paris qui vous l'indique, puisque j'ai été à cette position entre 2003 et 2006, un projet de loi de finances de sécurité sociale qui conçoit son volet médicaments ou son volet financement des produits de santé comme une variable d'ajustement. Et donc, comme vous l'entendez, c'est pas très nouveau. C'est quelque chose que moi j'ai vécu étant à l'hôpital et sur le financement des molécules innovantes, mais qui est, je dirais, une tendance de fond, me semble-t-il, de notre régulation. Dernier élément, c'est le cadre en matière de régulation qui est désavantageux, en particulier pour les molécules matures, et qui a eu tendance à se durcir au fil des années. Donc je me mets dans une perspective à 15-20 ans. Le résultat, vous le connaissez, donc c'est ce glissement de place de la première à la 5e place au sein de l'Union européenne, donc une perte de compétitivité vis-à-vis de l'Union européenne, et au plan international, 80% des principes actifs qui sont aujourd'hui produits en Chine et en Inde. Et dernier élément, des ruptures d'approvisionnement, en particulier sur des molécules qui ne sont pas si compliquées que ça à produire, mais qui sont matures et qui donc présentent moins d'intérêt lorsqu'on a un appareil de production pharmaceutique à produire que d'autres molécules sur fond de croissance des besoins en produits de santé. Il y a aussi cet effet de vase communicant. Si le marché est en croissance parce qu'un certain nombre de pays se développent et répondent mieux aux besoins de santé de leur population, se déplacent aussi les productions. Et lorsque l'innovation elle-même
se déplace, eh bien, on abandonne un peu progressivement un certain nombre de produits matures. Dès le premier quinquennat et avant la crise Covid, une prise de conscience a eu lieu sur la nécessité de réagir face à cette dégradation alarmante. Le premier comité stratégique des industries de santé du quinquennat s'est tenu en juillet 2018. Je n'étais pas encore au gouvernement, mais très clairement, en prenant mes fonctions en octobre 2018, ces conclusions étaient claires, nous devions les appliquer et elles visaient notamment à porter une ambition focalisée fortement sur les produits innovants. Nous avons également, lorsque nous avons travaillé sur le pacte productif, qui a ensuite, c'est un an de travail, permis de nourrir le plan de relance et le plan France 2030, puisqu'on avait toute cette masse de travail accumulée, focaliser nos travaux sur la bioproduction en particulier, sur les thérapies cellulaires, donc un certain nombre de nouvelles orientations en matière de produits de santé sur lesquelles la France était pas très bien, on pouvait être mieux positionné. Enfin, sur les molécules matures, c'est le constat de la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, qui commande en septembre 2019 une mission à Monsieur Biot pour, je cite, faire des propositions pour limiter le risque de rupture d'approvisionnement dans un objectif de sécurité sanitaire, aux fins de renouer avec une stratégie européenne d'indépendance et de souveraineté dans le domaine pharmaceutique. Ce rapport a d'ailleurs été rendu peut-être 15 jours avant le démarrage de la crise Covid, si on la positionne du côté de mi-mars. Donc, il était d'une très grande actualité par rapport à ce que nous avons vécu. La crise du Covid a été évidemment un accélérateur de la prise de conscience, avec, je pense, deux éléments. Un, elle a mis en évidence les chaînes d'approvisionnement, leur complexité, le fait que pour un vaccin ARN, par exemple, il faut 280 composants, donc il ne suffit pas de sécuriser le principe actif et de sécuriser 2 ou 3 étapes de production. Il faut avoir en tête tous les flexibles, tous les capsules, les flacons, enfin tout ce qui va rentrer dans la fabrication de ce type de produit. Donc ça, c'est le premier élément. Et ça a matérialisé aussi l'éclatement de ces lignes de production, leur concentration, à tel point que si on doit raisonner crise, il faut aussi raisonner monocyte, c'est-à-dire que si vous avez une concentration, au-delà de la concentration par pays, mais dans un site et que ce site a un accident, un incendie ou quelque chose de cette sorte, vous pouvez avoir un impact non négligeable sur la production mondiale. Et ça, cette vulnérabilité qui est, je dirais, le fruit d'une suroptimisation probablement de nos chaînes de production a été mis en évidence. Deuxième élément, très factuellement, elle a mis en évidence le fait que lorsqu'il s'agit de produire un certain nombre de produits, nous n'avions pas les capacités de production en France, et je pense de la manière la plus frappante sur un produit qui était sophistiqué, pas un produit simple comme des gants ou des masques, mais un produit sophistiqué comme une ARN. La France n'avait pas de chaîne de production d'ARN à aucun titre. En quantité industrielle, nous avions du labo, nous avions de la recherche, mais nous n'étions pas capables de sortir X milliers de doses chaque jour, là où d'autres pays européens avaient des bouts de chaîne qui pouvaient, et qui ont permis d'ailleurs de créer la chaîne de production du vaccin, des vaccins pour le Covid. Face à cela, plusieurs réponses qui se sont étagées, je dirais, de l'urgence à la réponse structurelle. Le 18 juin 2020, en anticipation du plan de relance, nous avions lancé un premier appel à manifestation d'intérêt, Capacity Building, dont l'objectif était de tirer immédiatement pas les enseignements, mais d'exploiter la réglementation européenne qui permettait de soutenir le développement de toute production de produits de santé en lien avec le Covid, avec de hauts niveaux de soutien public. Cette AMI a permis de soutenir des produits innovants ou matures, vaccins, composants, dispositifs médicaux, diagnostics in vitro et consommables. Un deuxième AMI a été relancé d'ailleurs en février 2021 face à l'ampleur du besoin, et au total, c'est 42 projets qui ont été soutenus pour un total de soutien public de l'ordre de 500 millions d'euros et un total d'investissement de plus de 800 millions d'euros. Alors, des exemples, c'est par exemple des lignes de production de vaccins injectables en format unidose,
C'est des bouchons techniques ou standards stériles pour les vaccins. Ce sont des lipides qui sont nécessaires à la vaccination de l'ARN. Donc on voit cette logique de composants qui font partie d'une chaîne d'approvisionnement. En parallèle, et ça a été un des enjeux du plan de relance, vous savez que dans le plan de relance, on a repéré 5 secteurs stratégiques, plus un secteur transversal qui sont les matériaux critiques, mais 5 secteurs stratégiques, automobile, aviation, etc., et santé, et que nous avons soutenu le renforcement de nos capacités industrielles dans ces secteurs. C'est un appel à projet qui a visé à diminuer notre dépendance nationale et européenne et à obtenir un impact significatif économique et industriel, le tout dans des délais rapides. Les résultats sont les suivants: 128 projets pour près de 160 millions d'euros d'aide. Donc on n'est pas du tout sur le même exercice. Là, on est vraiment sur un exercice de réindustrialisation et de projection au-delà du traitement des Covid. Et donc au total, nous avons soutenu sur cette période près de 187 projets qui ont permis de générer 1,8 milliard d'investissements. Alors des exemples complémentaires. Des projets autour des principes actifs, notamment à séquence. On a beaucoup parlé du principe actif du paracétamol, mais il y en avait d'autres dans l'Isère. Des projets pour rendre plus vert et plus performant notre outil de production de principes actifs chez Minakem, dans les Hauts-de-France, ou des projets sur des principes actifs anticancéreux dans le cadre du traitement du mélanome chez Pierre Fabre à Gaillac. Voilà, trois exemples parmi d'autres. Enfin, et ça était tout l'objet du travail que nous avons fait, à la fois d'aller jusqu'au bout des conclusions du précédent comité stratégique des industries de santé et de préparer le futur comité stratégique des industries de santé. Nous avons travaillé à des réponses structurelles, notamment dans la régulation. C'est la conclusion d'un nouvel accord cadre, l'EM-CEPS, avec un chapitre dédié aux mesures d'attractivité permettant de favoriser la relocalisation des productions, et plusieurs dispositions destinées à maintenir une offre suffisante de médicaments dans un objectif de santé publique. Et nous avons débouché dans le cadre du comité stratégique des industries de santé de l'été 2021 avec un ensemble de mesures fortes, alors notamment le fait d'avoir un ONDAM sur les produits de santé qui soit à 2,4%. Je souris parce que, ayant été à différents endroits de la construction de l'ONDAM, je sais comment on peut le construire dans un sens et le déconstruire de l'autre. La question, effectivement, d'avoir le décret accès direct, enfin un accès direct pour les produits de santé au marché, ce qu'on appelle en mauvais français le go-to-market, qui était un des éléments mis en avant comme étant très nuisible à la compétitivité, à l'attractivité de la France comparée à d'autres pays. Je pense notamment à l'Allemagne de mémoire. Ouais, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Comme j'ai, voilà. Et dont on voit aujourd'hui les fruits, puisque sur ces différents sujets, l'utilisation de France 2030 avec un axe santé très fort de 7,5 milliards d'euros de crédits fléchés, le décret accès direct ou la mise en œuvre du nouveau accord CEPS, je comprends que c'est maintenant, en 2023, que nous commençons à en voir la mise en œuvre pratique. Dernier point, c'est une action au niveau européen, puisque en tant que ministre en charge de l'industrie et présidente du Conseil compétitivité, j'ai porté fortement un axe santé, et notamment un PIEC santé, qui visait à accompagner un certain nombre de domaines. Je pense encore une fois à la question des principes actifs. Deuxième question, celle des biothérapies, des bioproductions, sur lesquelles nous avions une position fragile. Et de manière générale, celle d'avoir un appareil de production ARN, puisqu'au-delà du traitement du Covid, les perspectives offertes par la mise en œuvre de thérapies de type ARN semblaient importantes. Encore une fois, moi, je ne suis pas médecin, mais c'est ce qui semblait ressortir de l'écoute des experts. Et le fait est que nous avions assez peu de structures de production qui permettaient de le faire. Donc, ce sont des sujets sur lesquels nous avions ouvert assez fortement la porte, avec une discussion dont je comprends qu'elle continue à
à se dérouler, mais où nous avons pu déposer des projets, ce qui est une très bonne nouvelle, et j'espère que la Commission européenne nous reviendra fin 2023. Mais vous voyez, entre le moment où on a commencé à en parler et peut-être la première décision, on parle de 3 ans, ce qui, dans ces matières technologiques rapides, témoigne de la quantité d'énergie qu'il faut mettre pour faire avancer les sujets. Alors, ces actions, elles sont évidemment insuffisantes si on mesure l'augmentation, ou en tout cas la situation de pénurie sur un certain nombre de molécules. Il y a plusieurs raisons, je pense, autour de ça. La première raison structurelle, c'est qu'on a longtemps guidé notre politique de soutien aux produits de santé, ou en tout cas d'accompagnement des produits de santé, en se focalisant sur les innovations. Et il faut avoir en tête que ce n'est pas le même modèle innovation et produits matures, mais que, dans un portefeuille d'entreprises, les produits matures permettent de financer l'innovation, et donc de mettre et de faire toutes les réductions de tarifs sur les produits matures conduit in fine à reposer la question du financement de l'innovation à côté. Et deuxièmement, en termes d'industrialisation, en fait, c'est ce phénomène de molécules matures chassées par les molécules innovantes qui fait que peu à peu on diminue l'appareil de production mondial de ces molécules matures, et donc on crée des effets de pénurie qui ensuite sont gérés par le prix. Donc le prix est un des éléments explicatifs, c'est pas le seul, mais ce qui, en tout état de cause, il va ensuite gérer la file d'attente. Et donc sur les deux sujets, qui est à la fois penser comment on accompagne les molécules matures et on s'assure qu'elles soient produites, et on n'a pas nécessairement la nécessité de produire sur le sol français dès lors qu'on a sécurisé des approvisionnements. Et qui dit sécuriser des approvisionnements dit avoir au moins 2 sources d'approvisionnement, et de préférence des sources qui ne soient pas trop lointaines et donc mises en jeu par des problèmes de chaîne logistique, si on est très concret. Deuxième élément, c'est une difficulté à avoir une cohérence totale entre les différentes actions publiques. Je pense notamment à la commande publique. On a, avec Olivier Véran, bataillé pendant 6 mois pour écrire une circulaire qui permettait aux hôpitaux et qui recommandait aux autres établissements utilisant des équipements de protection individuelle de privilégier, ou en tout cas de retenir dans l'achat public, de prendre en compte les risques de rupture et le fait que peut-être payer un peu plus cher pouvait aussi sécuriser des productions et garantir contre des risques de rupture d'approvisionnement. Force est de constater que ces circulaires n'ont pas franchement été mises en œuvre, et qu'il y a un risque d'injonction paradoxale à la fois sur l'optimisation de la structure de coûts des établissements de santé d'un côté, et de l'autre côté, le fait que dans l'achat public, vous pouvez privilégier un prix un peu plus élevé obtenir en contrepartie une sécurisation de votre approvisionnement. On peut d'ailleurs réfléchir à des systèmes d'allotissement qui permettent d'avoir plusieurs fournisseurs, et donc qui sécurisent des fournisseurs qui garantissent contre la rupture d'approvisionnement versus des fournisseurs qui ont des prix très très compétitifs et qui permettent d'avoir des soins au meilleur prix. Mais ces logiques-là gagneraient à être développées. Enfin, l'articulation avec Bruxelles, je pense qu'il y a une vraie avancée avec la création de la HERA, avec l'idée de la doter de compétences en matière, notamment en temps de crise et d'anticipation de crise possible. Le PIEC est lancé, mais effectivement, il faut s'assurer que ces politiques se poursuivent et débouchent. Et si on regarde une comparaison avec la BARDA, on est encore loin de l'ambition en termes de mission, mais également d'équipe, de staffing et de moyens financiers de la BARDA. Et puis, dernier point, la politique de prix, je n'y reviens pas. Je sais que vous avez entendu le président du CEPS. Je pense que c'est un point sur lequel il faut utiliser tous les textes qui ont, enfin, l'intégralité de l'accord, le décret accès direct, enfin, tout ce qui a aujourd'hui été mis en place, et avec beaucoup de détermination lors de la mandature précédente, pour que ça porte ses fruits.
Et effectivement, il est très tôt, bien trop tôt pour porter un jugement sur l'effectivité de ces mesures. Et je sais que des résultats sont attendus bientôt aussi dans le cadre de la mission régulation lancée par la Première ministre. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Évidemment, les outils comme Innovation France 2030 et le renforcement de notre souveraineté industrielle dans le domaine pharmaceutique avec les politiques qui ont été menées me semblent avoir montré leur efficacité. Et la question, c'est de savoir comment on les prolonge et quelle forme elles prennent en temps de... J'allais dire en temps de paix, mais c'est pas le bon terme, mais dans un contexte qui est normalisé en termes de pandémie. Voilà. En tout cas, je sais que c'est ce à quoi s'emploient Roland Lescure et François Braun qui nous ont succédé. Très bien, merci beaucoup Madame la Ministre. Je passe tout de suite la parole à Laurence Cohen, rapporteure, pour une première série de questions. Oui, merci Madame la Ministre pour vos explications et vos précisions. Alors par rapport aux éléments que vous nous avez donnés, effectivement, cette politique de délocalisation en fait de l'industrie pharmaceutique ne date pas d'un seul mandat présidentiel, loin s'en faut, puisque comme ça a été souligné, ça fait une vingtaine, voire une trentaine d'années qu'il y a cette politique de délocalisation. Avec en fait ce qu'il faut bien avouer, c'est-à-dire un calcul de rentabilité optimale, on va dire, qui ont fait que les entreprises ont préféré aller s'installer dans des pays à moindre coût ou moins d'exigences, on va dire, de critères sociaux et environnementaux, plutôt que de rester en France. Et aussi, on a quand même quelque chose à prendre en compte dans la réception qu'on a d'une manière générale la société. Si tout le monde dit aujourd'hui, oui, il faudrait relocaliser l'industrie chimique est polluante. Et les gens ont tendance à dire, y compris au plus haut niveau, d'accord, mais pas ici, pas chez nous, pas sur nos territoires. Il y a aussi tous ces blocages-là à prendre en compte. Aujourd'hui, il y a donc une volonté de relocaliser. Nous avons eu différentes auditions qui l'ont montré. Cette relocalisation, elle se fait... avec des aides publiques notamment, et le gouvernement accompagne ces relocalisations. Vous en avez donné des exemples. Ma première question, c'est concernant les garanties qu'on peut avoir sur ces relocalisations. C'est-à-dire, en fait, des entreprises qui ont délocalisé, qui ont été aidées, aujourd'hui ont à nouveau des aides publiques pour relocaliser. Mais quelle est notre garantie pour au moins affirmer qu'elles vont rester un temps assez long sur le territoire français et que d'ici 1 ou 2 ans, elles ne vont pas repartir sur un autre territoire? On a besoin effectivement d'avoir un certain nombre de conditions de garantie. Donc ça, c'est ma première question. Et en fait, je voudrais y compris vous interroger sur le fait que pendant votre ministère, vous avez donc eu des politiques qui ont fait qu'il y a eu certainement des capacités qui ont été mises en œuvre sur notre territoire. Et donc, ça serait intéressant d'avoir des éléments sur cette chaîne de production qui a pu être mise en œuvre sur le territoire. Mais en même temps, à la fois, il y a eu cette relocalisation, on va dire, ou ces prémices de relocalisation, pour être plus exact. Et puis aussi, il y a eu des départs qui se sont poursuivis. Est-ce qu'on pourrait avoir un état précis entre ce qui a pu se relocaliser en France et ce qui, malheureusement, a continué à quitter notre territoire? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est concernant les problématiques d'attractivité du territoire français. C'est-à-dire que, par exemple, on a vu dans nos différentes auditions, et on l'a vu encore ce matin avec la présidente en allant à Bercy, que le CIR
et une source d'attractivité pour les entreprises pharmaceutiques. C'est un effort considérable qui est produit par la France pour aider les industries, les grands laboratoires. Mais là encore, il y a des politiques d'évitement ou d'optimisation, on va dire. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas temps de mettre en place, à côté donc, du CIR, des conditionnalités? Et notamment, nous avons vu, je crois que c'était hier, dans l'édition que nous avons eue avec la Fiocruz au Brésil, alors toute comparaison gardée, parce qu'on n'est pas dans le même pays, on n'est pas dans la même histoire, etc., etc. Mais il y a ils ont la capacité, eux, de décider, de prendre une décision sur la production d'un médicament, et une fois que c'est pris, une fois que la recherche a abouti, eh bien, ils sont en capacité de produire. La BARDA, c'est tout autre chose, encore un autre pays, mais ils ont ces deux conditionnalités, c'est-à-dire à partir du moment où la recherche aboutit, ils ont la capacité de produire. Donc, est-ce que nous, avec notre histoire, notre réseau industriel, on n'aurait pas aussi cette possibilité au moins de mettre des conditions pour être sûr qu'à partir du moment où il y a une recherche qui est faite sur le territoire français, la production se fasse, si ce n'est pas sur le territoire français, à la limite sur le territoire européen, mais en tout cas que les médicaments produits soient destinés en priorité à la France. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble réalisable, possible, et sous quelles conditions ? Toujours un peu dans le même ordre d'idée, maintenant vous êtes au niveau de la transition écologique. On a vu qu'il y a besoin effectivement aujourd'hui de mettre en place des critères au niveau du respect des normes sociales, mais aussi des normes environnementales. Mais les industriels que nous avons auditionnés nous disent qu'à partir du moment où ils vont respecter ces normes, quelque part, il faut en tenir compte, parce que sinon, d'autres pays qui ne respecteraient pas ces normes seraient d'une manière injuste dans la même course qu'eux, mais avec pas de handicap, alors qu'eux auraient un handicap. Qu'est-ce que vous envisagez par rapport à cet état de fait, et est-ce qu'il est, d'une manière envisagée entre votre ministère, celui de la santé, les différents ministères intéressés, finalement, de mettre en quelque sorte une clause, enfin pas une clause, mais un label plutôt, sur les médicaments concernant ce respect environnemental, un espèce de label, peut-être souveraineté, je ne sais pas, on l'appelle comme on le souhaite. Ça, c'était ma troisième question. Ma quatrième question, c'est concernant la clause de sauvegarde. La clause de sauvegarde, elle a d'abord été mise en place essentiellement par rapport aux médicaments innovants, puis elle s'élargit aux médicaments matures. Dans les auditions que nous avons entendues, il nous a été dit que c'était un handicap pour les laboratoires, en ce sens où ils n'avaient pas de vision d'anticipation. C'est-à-dire au moment où effectivement il devait s'acquitter de cette clause de sauvegarde, il le savait qu'en bout de course, mais pas au départ. Donc est-ce que là aussi, parce qu'il ne me semblerait pas judicieux de la supprimer, parce que c'est un apport conséquent aux caisses de la sécurité sociale, mais est-ce qu'il est envisagé une modulation? Qu'est-ce qui peut être envisagé ou pas au niveau de cette clause de sauvegarde? D'autant que je fais la corrélation avec le fait que l'État français, le gouvernement, est quand même privé de moyens face aux industriels. Et ma question, c'est est-ce que l'État, finalement, fait le poids quand il s'agit d'imposer des prix? On a vu quand même des bras de fer assez importants au niveau des négociations, au vu des prix critiqués. Si je prends qu'un exemple, celui des vaccins contre le Covid-19, bien par exemple, la direction de Sanofi avait dit qu'ils iraient en priorité aux plus offrants, c'est-à-dire les États-Unis. Donc face à ce genre d'attitude, ou face aux négociations qui sont difficiles, on l'a vu avec le CEPS, quels sont les moyens de l'État pour obliger à raison garder et qu'il n'y ait pas effectivement des prix d'un côté qui s'envolent. Je pense notamment aux médicaments innovants. Enfin, ma dernière question concerne l'Europe. Vous l'avez dit, vous l'avez souligné, vous avez contribué à lancer le PIEC Santé.
Et je pense on peut dire que la France y a joué un rôle moteur, donc c'est quelque chose de positif. Et on a vu au cours de nos auditions qu'il est absolument impossible de penser politique du médicament franco-français. C'est une réflexion qui doit se faire au niveau européen, voire mondial. Mais en tout cas, le rôle de l'Europe est extrêmement important. Mais après quelques années, il semblerait que quand même les ambitions qui étaient affichées, qui étaient justes, ont été un peu réduites à une part congrue. Donc, est-ce que vous êtes confiante finalement dans cette approche et qu'est-ce qui peut être amélioré pour faire en sorte que finalement les ambitions affichées s'avèrent positives et respectées plutôt que d'être finalement revues à la baisse? Je vous remercie. Madame la ministre, pour compléter sur la clause de sauvegarde, on a eu un exemple il y a peu de témoignage d'une entreprise de 135 salariés donc, qui a vu sa clause de sauvegarde à 40 000 euros il y a 4 ans, qui est désormais à 160 000 euros sans avoir pu l'anticiper et avec une CAF de l'entreprise qui a baissé de 3%. Donc on voit bien qu'à un moment, ce sujet-là est un vrai sujet percutant. Voilà. Merci beaucoup. Je vais essayer de vous répondre. Certaines questions sont plus prospectives. Elles relèvent moins, je dirais, de mon positionnement actuel. Donc, je me permettrai de renvoyer le cas échéant sur mes collègues. Sur les délocalisations, je dirais que le premier élément qui conduit d'abord de nouveaux acteurs, parce qu'il faut avoir en tête aussi qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont apparus sur le marché mondial. C'est-à-dire tout n'est pas une délocalisation, ça peut être tout simplement une concurrence entre le porteur du brevet initial dont le brevet tombe et qui est confronté à l'apparition de nouveaux acteurs produisant le principe génériqué dans leur pays d'origine, en l'occurrence, puisque s'agissant de l'Inde et de la Chine, c'est pas nécessairement les big pharma qui sont localisés, mais ce sont souvent des entreprises très importantes, mais d'origine du pays, et qui savent construire plus rapidement que nous des usines dans des conditions où, alors il y a 2 niveaux de normes. Il y a les normes environnementales générales, et vous avez raison de souligner que beaucoup de sites sont Céveso2 et qu'en règle générale, ça ne suscite pas un enthousiasme débordant lorsqu'on annonce la construction d'un site seuil Céveso haut. Et deuxièmement, les normes propres à la pharmacie, c'est-à-dire qu'en plus, nous avons, nous, des exigences en matière de qualité, de traçabilité de la production qui évidemment sont des garanties pour les patients, mais qui, inversement, conduisent à des coûts supplémentaires pour pouvoir les tenir. Et c'est la somme de ces coûts supplémentaires, plus le fait que vous êtes sur des pays dont la base de coûts est assez naturellement inférieure à celle de l'Europe, qui a conduit à voir émerger de nouveaux acteurs très importants en termes de quantité de production, qui ont d'ailleurs été absolument indispensables lorsqu'il a fallu mettre en place des chaînes de production mondiale de vaccins. Ils ont très largement contribué à fournir une partie des éléments de ces vaccins. Mais néanmoins, c'est un constat. Donc, ce n'est pas nécessairement des délocalisations, ça peut être tout simplement une répartition des parts de marché avec des acteurs qui ont des coûts de structure plus importants, qui ont l'habitude de produire dans des pays aux coûts de structure plus élevés et qui, du coup, se positionnent là où ils ont plus de chances de faire la différence, sur les produits innovants, puisqu'ils ont des capacités de recherche et de développement plus importantes. Et ils ferment ceux qui ne marchent pas et qui perdent de l'argent. Moi, je le définirais plutôt comme ça, en termes de délocalisation. Ensuite, par rapport nous, ce que nous proposons, ce que nous avons fait pour sécuriser de nouveaux sites. La construction d'un site pharmaceutique, c'est long et très coûteux, quel que soit le niveau de subvention qui est apporté. La fermeture d'un site pharmaceutique, c'est long et très coûteux. Et donc, par rapport aux subventions qui sont apportées,
il me paraît difficile de considérer qu'une entreprise peut faire son marché au plan mondial et décider une année d'être en France et puis 3 ans plus tard de changer de pays parce que ce serait plus facile. Parce que le coût que représente la fermeture de l'usine et le coût perdu pour tous les investissements réalisés, et je rappelle que ce sont des usines où la partie investissement capitalistique est très élevée par rapport à la partie des ressources engagées en termes de coût du travail, et où en plus le coût du travail entre la France et d'autres pays n'est pas nécessairement si énorme que ça, parce que vous avez besoin d'avoir des gens qui soient très bien formés. Donc une partie des équipes est de toute façon sur des niveaux de rémunération qui tendent à converger dans le temps. Vous savez qu'aujourd'hui, un cadre en Chine est mieux payé qu'en France, dès lors qu'en plus, il parle anglais sur un certain nombre... Et je parle de cadres, de directeurs industriels, de gens de responsables de méthode, etc. Pas du patron de l'entreprise, mais des gens en dessous. Donc la différence, me semble-t-il, se joue plus sur les normes, plus sur l'enjeu des brevets, plus sur l'enjeu aussi du marché domestique. Et ça, c'est peut-être aussi une réponse à l'Europe. Nous avons un marché domestique avec ses normes, ses régulations propres pour 67 millions de consommateurs potentiels. La Chine, c'est peut-être pas 1,2 milliard, mais disons 450 millions de personnes qui sont situées sur la partie de la côte orientale et qui correspond en gros à l'équivalent d'une classe moyenne en termes de consommation. Les États-Unis, c'est 350 millions de personnes. Et donc, en termes d'attractivité des marchés, vous avez une différence entre un petit marché et un grand marché. Et ça devrait inspirer, je pense, l'Europe, ne serait-ce que pour avoir des convergences de règles, pour éviter d'avoir des régulations qui soient parfois un peu contradictoires, pour devoir refaire des dossiers d'autorisation de mise sur le marché, même si vous avez une agence unique. Tous ces éléments sont probablement des éléments qui ne sont pas budgétaires, mais qui peuvent aider à renforcer l'accès au marché et l'attractivité du marché européen. Et donc, la conditionnalité est créée par elle-même, c'est-à-dire le coût qu'accepte de signer sur un endroit où c'est plus coûteux de produire un laboratoire pharmaceutique est en soi une conditionnalité de rester. Au fond, ce que nous tamponnons, c'est l'écart de coût par rapport à un site construit ailleurs. Pas tellement plus ou tellement moins. Et l'accès à notre marché qui doit être facilité, et ça c'est la question de la régulation en face. Sur la question du CIR, moi j'attire l'attention sur une chose, c'est que le crédit impôt recherche aujourd'hui est un outil qui permet de ramener le coût du chercheur français au même coût que celui du chercheur allemand. Parce que je rappelle que notre système de cotisation sociale fait que... Alors, je sais des vieux souvenirs de Bercy, mais grosso modo, au-delà de 80 000 euros de coûts bruts par an, la personne rémunérée en Allemagne paye moins de cotisations sociales, puisque vous avez un jeu de qui est déplafonné, qui n'est pas déplafonné, etc. Et donc toute la baisse de nos cotisations sociales, comme vous le savez, elle s'arrête à 2,5 fois le SMIC, et ensuite on a un niveau de cotisation sociale qui est, en termes de comparaison européenne, bien supérieur à ceux de nos homologues, et avec un certain nombre d'endroits où elles sont déplafonnées. Donc ça, clairement, le CIR permet de rattraper ça. Donc c'est une correction. Je ne dirais pas que c'est désormais un élément d'attractivité en soi. Je pense qu'en revanche, retirer le CIR est un élément de perte de compétitivité clair, puisque ça mettrait le coût des centres de recherche à des niveaux bien plus élevés que des homologues de même type que nous en termes de PIB par tête ou de développement, type Allemagne, enfin voilà, type nos voisins proches. Et donc, je recommande d'être
précautionneux sur l'utilisation du CIR. En revanche, effectivement, tous les systèmes que de temps en temps ont pu être pointés du doigt, de contournement, de mode de calcul, bon, ça c'est comme la fiscalité, hein. Il y a ceux qui l'utilisent normalement et il y a ceux qui l'optimisent dans un sens qui n'est pas conforme à la lettre, à l'esprit de la loi, et donc qui est conforme à la lettre mais pas à l'esprit de la loi. Et ça, c'est une autre, c'est quelque chose qu'il faut réparer. Et puis nous avions sur la partie capacity building prévu effectivement des retours en termes de réservation de production, mais qui étaient propres à ce système-là, puisque c'était moins une réindustrialisation qui était poursuivie que la volonté de sécuriser des approvisionnements. Sur les critères de respect des normes sociales et environnementales, en tout cas dans tout ce qui est marché public, il y a toujours la notion d'avoir un critère objectif sur lequel puissent s'appuyer les acheteurs publics. Et à ce titre, tout critère objectif sur lequel peut s'appuyer, sans discussion possible vis-à-vis du juge, etc., un acheteur public est bon à prendre. Avec donc un label qui permet de dire dans les marchés publics, vous avez ce label et donc ça vous rapporte des points en plus, par exemple. Avec un point de vigilance qui est de s'assurer que les PME et les moyens de se faire labelliser par rapport à des grands groupes. Et je sais que dans le cadre du projet Industrie verte et de toutes les réflexions qui ont été liées à ça, il y a un travail sur un label d'excellence environnementale qui puisse plus largement, au-delà de la santé, servir comme référentiel pour l'achat. Sur la question de la clause de sauvegarde, on peut dire très basiquement que ce qui est troublant, c'est que c'est une clause qui a été mise en œuvre pour agir de temps en temps, qui y agit systématiquement et pour des montants de plus en plus importants. Donc là aussi, on peut penser que l'esprit dans lequel elle a été créée ne correspond plus à son mode de fonctionnement actuel. Il me semble que c'est un des enjeux de la mission régulation que de tracer des pistes pour regarder son fonctionnement. Ce qui est également certain, et ça c'était une des difficultés liées à l'ONDAM, mais qui n'est pas propre d'ailleurs qu'au seul sujet des produits de santé, c'est qu'avoir sa norme de dépenses au milieu de l'année ou en fin d'année, c'est compliqué pour la gestion. Mais c'est valable pour les hôpitaux aussi. Alors ensuite, est-ce que l'État fait le poids dans la négociation? Oui, parce qu'elle obtient... en fait, le marché français, même si on n'a pas une grande transparence, on n'a pas des benchmarks établis, mais le marché français est présumé ayant le prix du médicament, un des prix des médicaments les plus compétitifs. C'est assez facile à établir par comparaison avec les États-Unis. C'est plus difficile à établir par comparaison avec d'autres pays européens, mais c'est assez largement partagé par les experts, ce qui témoigne quand même de la capacité de l'État français dans ses différentes composantes à négocier et à négocier plutôt de manière très dure les prix du médicament. Est-ce qu'inversement, et donc, non, voilà, je m'arrête là. Je pense que le sujet que nous avons, nous, c'est ensuite, est-ce qu'on articule ce qu'a fait la BARDA sur la production de vaccins? Je finance toute la recherche et du coup, vous me devez une production dans le pays. Ça, c'est une question qui peut se poser, mais alors, financer toute la recherche et donc prendre en charge un montant assez conséquent de financement. Est-on prêt à faire cela? Évidemment, il y a la question de l'incitation à chercher bien si une partie trop importante est prise en charge. Et puis, il y a la question derrière de choisir nos combats, c'est-à-dire pour quel type de classe thérapeutique. Je sais qu'il y a une mission qui a été que moi j'avais initiée, puisqu'au début, on avait, dans le cadre du plan résilience, lancé des appels à projets qui concernaient notamment les molécules d'intérêt thérapeutique majeur, mais vu la longueur de la liste, c'était assez large. Et j'avais lancé une mission qui a atterri après mon départ, qui a associé différents corps de contrôle, notamment pour resserrer et aller préciser les peut-être 200, 300 molécules qui méritaient vraiment qu'on investisse pour des raisons de santé publique. Et évidemment, c'était l'IGAS, le CGE, qui avait piloté cette mission Gorgie.
Voilà. Et donc sur l'Europe, une première réflexion. Ce qui a été fait au niveau de la santé sur l'Europe est quand même extraordinairement audacieux, s'agissant d'une compétence qui relève des pays, des États membres. Donc, ils sont allés bien au-delà de ce que prévoyaient les traités, etc. Et plutôt de manière efficace, il faut le reconnaître. Deuxième élément, c'est ce que je vous indiquais. Je pense qu'il y a un travail à faire sur l'innovation et les PIEC sont un bon moyen de le faire et de ne pas s'arrêter à l'innovation, mais d'aller jusqu'à l'industrialisation. Ça a souvent aussi été peut-être une de nos limites, de beaucoup soutenir l'innovation, mais pas l'innovation couplée à l'industrialisation. Et la deuxième chose, c'est de regarder tout ce qui peut être obstacle à la diffusion d'un médicament sur l'ensemble de l'Europe. C'est-à-dire et en particulier pour des petites entreprises ou même des start-up, lorsque vous devez faire mettre pour une mise sur le marché dans 27 pays, c'est pas tout à fait la même chose que de le faire reconnaître dans un seul pays, comme c'est le cas aux États-Unis. Et donc, tout ce qui peut aider à avoir des reconnaissances réciproques, des temps raccourcis, des pratiques qui s'homogénéisent, qui se rapprochent et qui évitent aux industriels de devoir connaître par cœur 27 réglementations sur le bout des doigts qui ont tous des petits éléments de différenciation qui représentent des coûts un peu différents, des manières de produire un peu différentes, des manières de documenter les bonnes pratiques pharmaceutiques dans leur site de manière différente, peut aider. Et ça ne coûte pas cher. Et ça permet d'avoir accès à un marché de 450 millions de personnes éduquées, avec un pouvoir d'achat important, et ça devient un marché très intéressant, puisque vous avez cette double dimension, combien on paye le médicament, mais aussi à quel marché j'ai accès. Voilà. Et peut-être pour financer tout ça, j'ai relu avec intérêt l'audition de mon collègue Olivier Véran. Je pense que la question de la régulation, enfin de la prescription, et de se dire que si on sait gérer le sujet de la quantité prescrite en France, qui est plutôt plus importante que dans d'autres pays avec des risques de iatrogénie non négligeables, on pourrait récupérer des marges de manœuvre pour bien prescrire les bonnes molécules qu'on fabrique sur notre territoire. Alors c'est peut-être un vœu pieux, mais en tout cas je pense que ça irait dans la bonne direction. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à nos collègues. Pascal Gruny. Merci. Il y a l'agence du médicament en Europe qui travaille et qui avance quand même aussi sur les sujets d'autorisation de mise sur le marché, en fait, au niveau européen, qui pourrait répondre à ce dont vous venez de parler. Moi, j'aurais voulu vous interroger sur les stocks. Est-ce qu'il faut une politique de stock? Qui porte les stocks? Et bien entendu, parce que certaines entreprises m'ont déjà répondu que, comme il y avait déjà des pénuries, on ne pouvait pas stocker en fait quand on était en pénurie. Mais on espère qu'un jour on sera plus en pénurie. Et donc, est-ce qu'il faut mettre en place une politique de stock et par qui elle doit être portée? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'entreprise qui porte le stock financièrement, je parle, ou est-ce que c'est l'État en fait qui doit aider aussi à supporter ce coût supplémentaire? Si vous pouvez répondre. Madame la ministre. Alors, sur ce sujet-là, vous savez qu'on a revu le décret stock en 2021 avec un minimum de 2 mois pouvant être reporté à 4 mois sur certains types de préparation. Il y a différents sujets qui sont à prendre en compte. Il y a d'abord la durée qui effectivement pose un certain nombre de difficultés par rapport à l'idée un peu théorique. On se dit si on fait des stocks, on devrait ne pas avoir de problème de pénurie. Il y a un deuxième sujet qui est les coûts. Les coûts sont assez considérables puisque c'est du besoin en fonds de roulement. Donc après, qui le porte? Là, je dirais, c'est une décision de nature plus politique. C'est clairement pas une décision technique. C'est où on met l'effort et quel est l'impact que ça a en termes d'attractivité du pays. En tout cas, ce dont je peux témoigner, c'est que dans les échanges que j'ai eus à l'époque avec les industriels, la question du coût des stocks, de l'espace pris par les stocks,
de la sécurisation des bonnes conditions d'entreposage pour que les stocks restent à tout moment utilisables sans perdre leur propriété, était une question qui était vécue comme assez lourde, assez contraignante et plutôt repoussoire par les industriels en question. Je comprends que la question de cette question, elle fait partie des travaux sur lesquels le ministère de la Santé et François Braun sont en train de préparer des propositions. Donc, je n'irai pas plus loin dans mon propos. Et j'ai pas répondu à une question, c'est le bilan fermeture-ouverture. Alors, sur le seul secteur de la santé, je ne saurais pas vous le dire, mais de manière globale sur l'industrie, on a un bilan net positif depuis plusieurs années, puisqu'on est, je crois, à plus de 90 000 créations d'emplois nettes dans l'industrie. Là où on a fait, grosso modo, moins 1 million d'emplois entre 2000 et 2016. Alors, ça paraît peu, c'est énorme, puisque ce sont des secteurs où vous avez une concentration, enfin, un nombre de personnes pour faire tourner les usines qui ont eu tendance à structurellement diminuer. Oui, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de l'avoir par type de secteur. Oui, ça, vous renverrez assez directement vers mon collègue de l'industrie qui doit avoir les données qui peuvent construire les données plus facilement que moi depuis l'énergie. Dans nos interlocuteurs, dès qu'on commence à demander par type de secteur, on se trouve confronté à un gros point d'interrogation à chaque fois. Donc, on va essayer d'aller plus en avant sur cette question. Et en plus, je pense qu'il faut faire la différence entre les différents niveaux de fonction, parce que dans le secteur de la santé, c'est beaucoup toute la partie commercialisation qui a fait l'objet de restructuration ces dernières années, et pas forcément la partie industrielle, mais ça dépend. Et notamment la partie chimique qui est le maillon faible XXL de la chaîne de valeur du médicament. Émilienne Poumirol. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur les moyens de l'État, les moyens qu'a l'État pour agir, je dirais, on ne peut pas imaginer qu'on puisse avoir une structure type celle qu'on a vue hier au Brésil, parce que les conditions sont complètement différentes, mais quels sont les moyens de la puissance publique pour réguler un petit peu ce marché du médicament et donc éviter les pénuries que l'on voit aujourd'hui. Alors, vous avez bien remis en perspective l'histoire du prix des médicaments matures qu'on a rongé, je crois que c'est Xavier Bertrand qui a dit jusqu'à l'os. Donc, bon, tout le monde est d'accord sur ce constat et sur le problème de la clause de sauvegarde. Vous avez bien parlé aussi sur la commande publique, finalement l'injonction contradictoire qui est faite aux hôpitaux qui font des commandes publiques pour avoir les prix les plus bas et qui ne peuvent pas inclure une clause, je dirais, de priorité parce qu'ils sont aussi tenus par ce fameux ONDAM qui n'est pas fait en fonction des besoins réel du pays, mais en fonction des dépenses qu'on a fait l'année d'avant, ce qui est quand même tout à fait anormal. Alors moi, vous n'avez pas trop parlé de la transparence des prix, et on sait bien, on nous répond tout le temps, le secret des affaires, c'est négocié avec le CEPS, etc., etc. Mais on voit bien aujourd'hui que les big pharma qui datent de 90, c'est les années 90 où on a vu ces grosses massifications de l'industrie pharmaceutique, ont quasiment abandonné, j'allais dire, la chimie. On avait eu le directeur de Sanofi qui nous avait dit mais la chimie, ça ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est les thérapies géniques. Et pour cause, entre une boîte de Doliprane à 2,14 et un Zolgensma à 3 millions la dose, le choix est vite fait. Et donc, on arrive à des demandes de prix qui sont vraiment exorbitantes sur les produits innovants. Que peut faire l'État pour bloquer ces demandes qui sont vraiment anormalement élevées et qui sont faites par des industriels qui ont fait ce choix de ne regarder que l'innovation génique. Alors, moi, je vais rajouter une question. Dans toutes nos auditions, on a vu que, et donc c'est vraiment votre point de vue à vous, dans vos fonctions à l'époque qui nous intéresse. Il a été reproché dans cette, comment dire, dans ce grand écosystème de la santé en France et donc plus singulièrement du médicament, la multiplicité des acteurs, un fonctionnement un peu en silo, un peu beaucoup. On en a eu encore une confirmation lors de notre visite ce matin à Bercy, entre
les objectifs industriels d'un côté, économiques, et puis les objectifs de santé, mais de santé publique, et les objectifs budgétaires qu'on retrouve au niveau de la santé. Mais si on laissait la santé publique s'exprimer pleinement, les objectifs budgétaires ne seraient pas tout à fait les mêmes. Il y a fort à parier. Et en post-Covid, on peut considérer qu'on en a pris de façon particulièrement rude conscience. Et donc, il nous a été plusieurs fois évoqué la question du pilotage. Et sur la question des pénuries de médicaments, mais c'est exactement la même chose pour les dispositifs médicaux, la question du pilotage est importante. Et est-ce que vous avez ressenti cette question? Et en tout cas, manifestement, elle reste très prégnante dans les esprits de la part de tous les acteurs. Je le précise. Et donc, est-ce que vous avez, à l'époque, déjà envisagé une réflexion autour de ce sujet, puisqu'on voit bien là que sur la question de la pénurie, on est en train de remettre des structures, des organisations, des task force, comme on a fait pendant la Covid, d'ailleurs, où on a remis sur des structures, sur d'autres structures. Et la maladie française étant celle de la comitologie, voilà, il y a un vrai sujet. Et notamment le sujet du pilotage sanitaire, finalement, de ces questions-là. Et quand on pose la question de la réindustrialisation, on nous répond beaucoup emploi, politique industrielle, et à chaque fois, c'est compliqué d'avoir une réponse sur l'objectif sanitaire, qui est, en tout cas en matière de pénurie, l'objectif quand même principal. Et notamment... ça justifie le fait que les conditionnalités sur la production sont difficiles à mettre en place, et notamment en matière de production et d'outils industriels. On s'est déplacé à Séquence et EuroAPI. En réalité, il n'y a aucune condition de mise sur le fait que la production soit destinée, au moins pour partie, non négligeable, à la France, alors que l'accompagnement de financement public est un accompagnement conséquent et français. Et la même question se pose pour le crédit impôt recherche, puisque on voit bien que finalement les brevets ne restent pas en France, ou du moins l'état de la recherche part avec les chercheurs avant que le brevet soit déposé, et que c'est dans d'autres pays plus accueillants et plus propices au développement industriel que ça se passe. Donc, est-ce que c'est une question de pilotage? Parce qu'en matière de pénurie, on voit bien que c'est quand même important à un moment que tout ça se mette ensemble et qu'on soit bien d'accord sur le fait que l'objectif sanitaire est prépondérant sur les autres en matière de pénurie de médicaments. OK. Alors, sur la question des prix des molécules innovantes et de la nature de la négociation, moi, j'aimerais d'abord rappeler quelques petites choses. Le gendarme budgétaire de la santé, c'est la direction de la sécurité sociale. Très basiquement, hein, dans le jeu, dans l'écosystème et le jeu d'acteurs, c'est son travail, c'est reconnu. Bercy, dans nous, ce que nous avions porté, nous n'étions pas averses à l'augmentation de la dépense, dans un rôle qui n'était pas celui de la direction du budget, évidemment. Mais je le redis, avec une logique justement de entre guillemets, retombée, de retour sur investissement, c'est-à-dire la préconisation que nous avions, c'était d'anticiper quelles étaient les retombées attendues d'un certain nombre de décisions. Est-ce que ces retombées en termes d'emploi, évidemment, en termes de création aussi d'emplois induits, puisque un emploi industriel, c'est 3-4 emplois induits sur le territoire français, mais c'était aussi en termes de sécurisation d'approvisionnement. Et lorsque on a cette sécurité, on peut aussi éviter des effets de volatilité et des effets et tout le coût de la rupture et de la pénurie. Donc, c'était tout cela que nous essayions de visualiser, et en ayant une vision de la sécurisation des chaînes de valeur qui n'était pas nécessairement que produire en France. Moi, je m'en rappelle avoir donné un coup de main à ma collègue autrichienne pour maintenir une production d'antibiotiques, ou en tout cas pour aborder un dossier de production d'antibiotiques, justement pour sécuriser un des derniers sites européens de production d'antibiotiques. En disant, si nous, on ne sait pas vous aider, à un moment, on va avoir un vrai problème collectif. Donc, la sécurisation des chaînes de valeur, c'est savoir où c'est produit et à quelles conditions ça peut disparaître.
et ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc ça peut être produit en France. Quand c'est produit en France, que ce soit en situation normale ou en situation de crise, vous avez a priori accès à la production. Quand c'est produit en Europe, et vous pouvez même recourir à des outils un peu, je dirais, descendants pour sécuriser l'accès à la production. On a fait des réquisitions, mais vous pouvez réquisitionner ce qui est produit sur votre sol. C'est difficile d'aller réquisitionner un truc qui est produit aux États-Unis ou en Allemagne. Ensuite, lorsque c'est dans des pays de l'Union européenne, vous avez quand même un minimum de règles du jeu qui se mettent assez vite en place et qui permettent d'avoir des approvisionnements. Et puis, plus vous vous éloignez, plus il faut se poser la question d'avoir un double, un triple, un quadruple approvisionnement pour faire face à la fois à des risques qui peuvent être génériques et arriver, donc une usine qui brûle, un pays qui a un conflit géopolitique ou interne majeur et qui doit fermer ses frontières, enfin des choses qui n'ont rien à voir avec l'usine en question mais qui peuvent rendre l'usine inaccessible, ou une situation de pandémie et de tension qui font que la production va d'abord aux usages domestiques avant d'aller à d'autres usages. Et lorsque les quantités de médicaments consommés s'envolent, comme on l'a constaté notamment pendant la pandémie du Covid, sur tout ce qui était médicaments qui permettaient d'être intubés, voilà, confortablement autant que possible. On a multiplié par 10 de mémoire la consommation. Vous avez mieux les chiffres que moi. Effectivement, là, on n'avait pas l'appareil de production pour faire face. Donc, c'est ceux qui avaient la production qui étaient servis en priorité. Donc, je pense qu'il faut avoir une logique de sécurisation des chaînes de valeur et de regarder qui produit quoi où et comment on sécurise. À minima, de ne pas avoir une seule source pour un type de médicament dont les usages sont transversaux à trop de maladies. Ça, c'est assez clair. Deuxième élément, avoir des capacités de production appelables. On l'a vécu dans d'autres sujets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met sous cocon ou qu'est-ce qu'on sait déplacer dans une usine. C'est une des réflexions qu'on a eues avec Sanofi, de se dire on a un site de production de vaccins qui fonctionne en temps normal. Et puis, on a un mode qui est un mode crise où on pousse la production de vaccins classiques et on démarre autre chose et on sait qu'on est capable de faire de l'adénovirus, de l'ARN, de la protéine désactivée, etc. Mais voilà, on a les cuves, la taille, les équipes, parce que dans une production de médicaments, le point réellement critique, c'est quand même les ressources et les compétences. Enfin, c'est à la fois les matériaux, parce que ça prend du temps de qualifier une usine, et c'est les ressources et les compétences pour être capable de produire dans l'usine. Donc, est-ce qu'on sait mettre en place des systèmes de crise comme ça? Je pense que c'est une réflexion intéressante d'avoir le mode normal et le mode crise. Et là, on peut contractualiser avec certains industriels. Le troisième chose, c'est en termes de pilotage. En termes de pilotage, d'abord, le mode task force fonctionne bien. La task force vaccin, elle a eu une vraie valeur ajoutée et au plan français et au plan européen. Je rappelle qu'en fait, cette task force a quand même assez largement inspiré ce qui s'est passé au niveau européen. On a été les premiers à la mettre en place et elle a réussi à surmonter beaucoup d'enjeux. Mais enfin, je veux dire, on était sur la capsule en aluminium qui bouche avant le bouchon en plastique. Et voilà, on est rentré dans un niveau de détail du circuit de production d'un vaccin qui était particulièrement profond en appelant ici et là et effectivement en éclatement de nos 280 composants pour savoir où on sourçait, en quelle quantité, comment on pouvait sécuriser, est-ce qu'on pouvait basculer sur un autre fournisseur alors qu'on n'avait pas l'homologation. C'était ça qu'on a. Donc ça fonctionne. Ce qui veut dire qu'il y a probablement des silos, puisque si on sait mettre des task force et que ça fonctionne, c'est que le fonctionnement classique est un peu siloté. Donc oui, je pense que c'est l'idée sous-jacente qui nous avait inspiré à l'époque l'idée d'une agence de l'innovation en santé. C'est d'avoir une cohérence des décisions qui sont prises dans les différents composants de l'État au service d'une vision. Donc si on se dit demain, il faut avoir de la bioproduction au service de tel type de thérapie, eh bien, quelqu'un dans le fonctionnement étatique est vraiment chargé de ça et est capable de dire à la direction générale des entreprises, j'ai besoin que vous me référenciez
tous les fournisseurs potentiels sur ce type de composants dont j'ai besoin pour faire ça, qu'elle ait cette discussion avec les hôpitaux pour avoir les essais cliniques, qu'elle ait cette discussion avec et les accélérer, qu'elle ait cette discussion avec la sécurité sociale pour à peu près concrétiser quelle est l'enveloppe, où elle est, comment elle est financée. Enfin, voilà. Donc, après, quelle que soit la forme, et je crois que c'est aussi une des réflexions qui est en cours, c'est une agence, c'est pas une agence, j'en sais rien. Mais ce qui est clair, c'est cette vision transversale d'être capable d'aligner les différentes composantes est probablement de nature à accélérer les choses et à donner une unité d'objectifs, à condition de ne pas vouloir faire toutes les molécules tout partout sur le territoire, parce que là, effectivement, on va chasser, on va trop chasser de choses. Dernier point, alors sur la question des brevets, je répondrai un peu de manière provocatrice. Pour garder les brevets, il faut donner envie aux gens de produire en France. Enfin, à un moment, il faut qu'on soit conséquent dans notre politique. Si dans d'autres pays, vous avez une discussion plus rapide avec l'autorité de régulation, une capacité à obtenir une mise sur le marché qui va 3 fois plus vite, des financements qui vous permettent de préfinancer votre ligne proto et des financements qui vous permettent de financer votre ligne industrielle et des investisseurs privés, je parle là d'argent privé, qui connaissent par cœur la matière et qui sont capables de vous donner les bons conseils au bon moment et de prendre des risques, ben c'est plus facile et vous êtes plus attiré par ces marchés-là que si vous êtes sur un marché où à chaque étape, il faut que vous soyez champion du monde du passage de la haie. Et ça, c'est quand même une réalité que nous renvoient certains chercheurs. Et c'est d'autant plus frustrant que nous avons une capacité à produire de la recherche de qualité et à former des gens de très haut niveau. Et on l'a vu encore récemment, et ce n'est pas propre à la santé. Les grandes pointures de l'intelligence artificielle, elles sont souvent formées en France, par exemple. Et pourtant, elles sont dans des entreprises très globalisé et pas nécessairement en France. Donc ça, c'est un point. Dernier point sur tout ce qui est financement et objectifs budgétaires. Non, pardon, 2 choses. Il faut que l'État tienne ses engagements. Et on est constamment dans une tension entre le court terme et le moyen terme. Le court terme, c'est la trajectoire budgétaire de l'année. Le moyen terme, c'est les engagements qu'on prend sur des projets qui sont à 5 ans, parfois à 10 ans, et dans lesquels on dit à tel moment on sera au rendez-vous et on fera tel bouger, à tel moment on sera au rendez-vous, on vous achètera vos molécules, à tel moment, en acceptant de prendre des risques. On l'a fait avec la Covid. Dans la Covid, on a commandé des vaccins sans savoir exactement de quelle quantité on allait avoir besoin. On était dans un monde de crise où de toute façon, les choix étaient réduits. Mais être capable de prendre des décisions qui, comme ça, crantent l'avenir et qu'on les tienne, me paraît être un point essentiel. Et ça reboucle avec l'histoire de la clause de sauvegarde. Si je vous dis les règles du jeu au départ, je sécurise à tout le moins, c'est-à-dire ceux qui veulent jouer connaissent les règles du jeu. Si je change les règles du jeu chaque année, ça devient très compliqué. Et les Français ont une petite tendance à changer un peu rapidement les règles du jeu. Et ça, c'est vraiment le reproche qui a vraiment été, je pense, le plus récurrent. Enfin, je parle sous le contrôle de mon ancien directeur de cabinet qui a eu la gentillesse de venir supporter cette audition. C'est vraiment ce qui nous revenait de manière... Vous, les Français, il faudrait juste que vous arrêtiez de changer les règles du jeu parce qu'on ne sait pas si on fait un match de foot, un match de tennis ou un match de basket. Et c'est quand même pas la même chose. Et on est prêt à jouer, mais il faut qu'on connaisse les règles du jeu. Et par rapport à ça, et ça sera mon dernier propos qui sera beaucoup plus général, sur les dépenses de santé, si on revient quand même à la question de la prévention et de la juste prescription, il y a des moyens d'avoir un retour sur investissement sur des sujets qui font toute la différence. Alors, on le sait tous, on a un prisme où on est concentré sur la prise en charge de pathologies, on n'est pas concentré sur le maintien en santé de la population française. Oui, par rapport aux propos que vous avez tenus, de précision, vous nous avez dit qu'il
effectivement, vous aviez utilisé le levier réquisition. C'est comme la question que je vous avais posée sur finalement la création, enfin l'ouverture et la fermeture d'entreprises. Vous m'avez donné un chiffre global et vous vous êtes engagé effectivement à pouvoir nous fournir le chiffre sur le secteur qui nous intéresse de la santé. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez nous fournir effectivement les réquisitions que vous avez pu faire. C'est la première question. La deuxième question, quand vous dites effectivement il ne faut pas changer les règles du jeu en cours de match, si je puis dire, ça paraît tout à fait logique. Et vous dites il faut un peu accélérer parfois un certain nombre de processus, de dispositifs. Mais en même temps, il faut faire toujours attention de ne pas désarmer l'État. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous mettez les autorisations temporaires d'utilisation pour un certain nombre de médicaments, on a vu aussi, parce que les êtres humains sont des êtres humains, on a vu aussi que ce qui était une bonne idée pour effectivement répondre aux besoins des patientes et des patients et donc faire en sorte qu'on puisse lutter contre la maladie, et bien on a vu ce dispositif-là permettre à des grands labos, notamment sur des médicaments innovants, d'imposer un prix qui était phénoménal. Et une fois qu'ils avaient imposé un prix de traitement, eh bien, effectivement, s'ils proposaient 2 millions et qu'on arrivait à 1,5 million, on était content. Enfin, c'est complètement inabordable et inabsorbable par la sécurité sociale. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai insisté sur les armes que se donne l'État, le gouvernement, pour à un moment donné siffler la fin de la récré, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que chacun a ses responsabilités, mais on a aussi, enfin, les grands labos, l'industrie pharmaceutique a aussi des devoirs. Il faut qu'ils remplissent leurs devoirs et que l'État puisse se donner les moyens de faire en sorte qu'à un moment donné, eh bien, ces règles soient respectées. Donc ça, c'est quand même ce que je voulais signifier. Et d'autant qu'on a aussi des exemples. Quand vous dites, par exemple, c'est pas vraiment des délocalisations. Moi, je peux vous donner des exemples sur mon département, le Val-de-Marne, où ce n'est pas l'entreprise totale qui se délocalise, mais on ferme des unités de production qui sont quand même performantes et où il y a eu des millions d'euros qui ont été investis, sous prétexte qu'effectivement, on va faire autrement. Parce qu'on ne l'a pas abordé, mais on est plus maintenant sur des entreprises qui ne vont pas se focaliser sur une recherche pendant 10 ans, etc., mais qui vont acheter des start-up où la recherche elle est mise au point, le produit est presque... enfin, voilà, il est apporté clé en main et il faut le produire. Alors, peut-être sur ça, sur les prix exorbitants... Le modèle de la pharma, ce n'est pas un modèle industriel classique. D'abord parce que les coûts de développement peuvent être exorbitants. Ensuite parce que le marché accessible peut être tout petit. C'est le problème des maladies orphelines en particulier. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous avez 500 millions d'euros de coûts de recherche pour 100 personnes qui sont porteurs de la maladie, vous vous retrouvez avec forcément des coûts qui sont très très élevés et des vraies questions éthiques, hein, d'ailleurs assez complexes. Et donc la question c'est à un moment peut-être que mais je le pose là, hein, pour faire baisser finalement le prix du médicament, c'est quelle part on est prêt à prendre dans ce cas-là, dans le coût de la recherche et dans la prise de risque de ne pas trouver, d'organiser des essais cliniques qui ne mènent à rien ou qui malheureusement ne marquent pas d'avancée significative en termes thérapeutiques. C'est peut-être ça qui est une façon de découpler le coût de revient de production qui est effectivement en règle générale assez modeste, dans des limites tout à fait raisonnables, et le nombre de fois on a raté et le coût qu'a coûté la fois où on a réussi. Avec en plus, nous aussi, sur la partie essais cliniques, des choses qu'on peut améliorer. Moi, je vous invite vraiment, typiquement sur les essais cliniques, et ça aussi, ça ne coûte pas d'argent, à regarder ce que font, par exemple, l'un des plus grands hôpitaux du monde, qui est celui du Texas, qui a toute une base qui permet, avec l'intelligence artificielle, de créer un fichier de patients potentiellement pouvant rentrer dans un essai clinique en quelques jours, là où
humainement, vous devez reprendre les dossiers individuellement à la main, regarder, etc., pour savoir s'il peut rentrer dans l'essai clinique, ça vous prend 4 mois. Enfin, il y a des bougies comme ça sur lesquelles on gagnerait vraiment à regarder pour effectivement baisser tous ces coûts. Et ce n'est pas des coûts où on perd du temps, ce n'est pas des coûts où on fait un cadeau aux industries pharma, c'est des coûts où en fait on se met au meilleur état de l'art en termes de santé et de conduite de la recherche clinique. Ça, je pense qu'on a vraiment des gains à prendre de ce côté-là. Sur le prix, à la fin, le président du CEPS peut prendre une décision unilatérale, vous le savez. C'est une arme ultime. Et donc, ça peut fonctionner, et même si à la fin le but c'est l'accès des patients au traitement, et donc c'est pour ça qu'on privilégie toujours la voie de l'accord. Et vous savez bien que dans une négociation, enfin, je ne sais pas à quel point le président du CEPS est rentré dans la conduite des négociations, mais vous jouez du carotte et du bâton en permanence. Enfin, de la carotte et du bâton. On peut faire un prix, mais attention, je peux conclure unilatéralement. On peut, mais attention, voilà. Et encore une fois, il est plutôt reconnu internationalement que les négociateurs français sont des gens qualifiés et qui arrivent à des résultats, en tout cas satisfaisants, au regard de l'enjeu d'utilisation des deniers publics. Mais effectivement, en fait, cette complexité de quel prix on donne à l'empreinte industrielle, à une politique de moyen terme, à la création d'un partenariat avec tel ou tel industriel. Quel prix on donne à ça, ce qui est compliqué. Merci beaucoup de toutes ces réponses et de cet échange lors d'une audition assez complet. Et donc, je vais lever la séance. Nous avons les questions d'actualité au gouvernement. Donc, j'ai prévu les 5 minutes pour pouvoir y accéder. Et je lève la séance. Et puis, nous avons d'autres commissions en fin de journée. D'autres auditions. Oui, à commission, audition. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup.